Je vais poser quelques questions avant de donner la parole au public. Pas de suite. Non. Micro. Il y a le micro. Tu veux le micro? Oui. On va voir. S'il marche. Non, toujours il ne marchait pas. Je sais pas si tu peux faire t'asseoir, si tu veux que j'amène des chaises ou ça va comme ça. Non, ça va. Je me tiens en fait. Parfait. Donc on va toujours commencer par le début. Donc, est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous parler un peu de tes débuts? Et quand je dis début, je parle vraiment de l'adolescence, quoi, et de ta découverte pour le cinéma. Et de comment... Oui. Je vais essayer de ne pas être trop long en fait. Mais c'est vrai que j'ai eu la possibilité, en fait, par un hasard total, j'avais un ami qui travaillait dans un journal à Marseille, qui était correcteur, parce que c'est pour là il y avait encore des correcteurs d'orthographe, en fait, des gens qui, la nuit, corrigeaient les articles, en fait, les coquilles, les erreurs, les inattentions. Et il avait, son bureau était à côté du bureau du critique de cinéma, de ce journal, qui existe toujours, qui s'appelle La Marseillaise. Et ce bureau, il était ouvert, et donc, j'allais voler les exonérés du critique, en fait, dans ce bureau le soir. Et sur ces exonérés, c'était des petits cartons sur lesquels il suffisait de mettre la salle où vous voulez aller, d'imiter la signature de ce monsieur qui s'appelait Montana, que je pourrais encore imiter aujourd'hui. Hein. C'est un souvenir très fort. Et on mettait un coup de tampon dans la Marseillaise, on allait au cinéma et boum, voilà, on ne payait pas. Jamais que personne ne nous a rien demandé. Donc pendant 2 ans, je suis allé au cinéma. Pendant 2 ans, je suis allé au cinéma quasiment tous les jours. De manière gratuite. Hein. Et de surcroît, dans une salle un peu, j'ai presque dit peut-être une salle qui ressemble un peu à une salle qui ressemble. Ça marche aussi bien avec celui-là. Non, c'est une salle. Vous entendez comme ça en fait? Non, c'est bien le micro. C'est bien le micro, ça ajoute un peu. Bon, c'est une salle en fait un petit peu comme celle-ci, en fait, si je puis dire. C'est-à-dire c'est une salle où il y avait 3 écrans. Et dans chaque écran, la programmation était liée à un cinéaste. C'est-à-dire qu'il y avait 7 Pasolini, par exemple, dans une salle, il y avait 7 John Ford dans l'autre, 7 Bergman dans l'autre salle. Donc, si tu veux, c'est vrai que j'ai eu un rapport au cinéma qui n'était pas lié au film par film, mais qui était lié à l'œuvre, en fait. Puisqu'en voyant 7 films, évidemment, j'entrais de plein pied, 7 films d'affilée, de la même personne, j'entrais de plein pied dans son travail, dans son parcours, y compris d'ailleurs dans ses hésitations, dans ses erreurs. Voilà. Donc j'étais, comment dire, c'est comme un venin, quoi. Je suis du côté des auteurs, quoi. Du cinéma qui se construit, qui est une œuvre, pas du côté du coup qui fonctionne le mercredi et puis après on fait plus de film pendant 5 ans, ou on fait autre chose, enfin quoi. Voilà. J'ai été formé un petit peu de ce type-là. Après sinon, évidemment, comme tous les gosses de ma génération, j'ai aussi lu Tarzan, et j'adorais, quand j'étais tout petit, ou les Vikings, ou je ne sais quoi, je ne sais quel western, bien entendu. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? J'avais été très, très, très choqué au sens étymologique du terme, par la vision de Tony de Jean Renoir, parce que Tony est un film, c'est probablement le premier film que j'ai vu où le personnage principal est un ouvrier qui travaille dans une carrière, qui est un immigré. Je ne sais pas si vous l'avez vu, Tony, c'est un chef-d'œuvre de 1936. Et là, j'avais été choqué. Pourquoi? Parce que je n'aurais pas imaginé, effectivement, ça c'était avant que j'aille au cinéma aussi régulièrement que ça. Je parlais de prime enfance quasiment. J'avais été choqué parce que je ne pouvais pas imaginer que le personnage qu'un ouvrier comme mon père, en fait, puisse être un personnage principal d'un film. De surcroît, ce film Tony se passe à Martigues, il avait été produit par Pagnol, en plus des ouvriers qui avaient l'accent marseillais. Et bon, j'étais sidéré, et ça m'a peut-être effectivement fait penser qu'on pouvait faire ça. Donc après j'ai vu tous les films dont j'ai parlé, c'est-à-dire tous les auteurs classiques du monde entier, etc. Mais je faisais ça, en fait je ne voulais pas du tout faire du cinéma. Je faisais
je faisais de l'histoire, de l'économie, j'étais un Sciences Éco, je faisais de l'histoire aussi beaucoup. J'étais très militaire. Et je suis. Et j'ai accompagné Ariane à Paris, que j'ai rencontré à la faculté à Aix, en Provence, et j'ai rencontré parce qu'elle a réussi le concours du conservatoire national, qui est donc à Paris. Donc elle a réussi ce concours, nous nous connaissions déjà, et je suis venu avec elle, je l'ai accompagnée, et je me suis inscrit pour faire une thèse à l'école des hautes études à boulevard Raspail, qui est toujours là, sur l'histoire du. Je me loin un peu du cinéma, mais je vais y revenir, sur l'histoire du mouvement ouvrier, sur la conception de l'État dans la social-démocratie allemande, de 1895 à 1914. Ça, c'était intitulé. Donc, je ne voulais pas faire de cinéma. Je pensais que j'allais être, je ne sais pas, un chercheur universitaire, en fait. Voilà, et ça me plaisait beaucoup. Mais tout ça était très surdéterminé par mes prises de position et mes engagements politiques. J'allais dire que l'intérêt un peu pour ça, étrangement, hein, je vous dis ça, on a parlé des heures, mais je vais arrêter, hein, parce qu'on n'a pas trop de temps, mais l'intérêt pour tout ça a un peu sombré, avec quand j'ai considéré que cette histoire-là était peupliée. Cette histoire-là, je veux dire, la possibilité d'une union de la gauche forte, etc., en France, quoi, voilà. J'ai pas changé d'avis depuis. Et donc ça a un peu sombré, et quand ça a sombré, par un hasard total, je basculais dans la fiction, en fait. Donc j'ai raconté ça, j'ai raconté ce que je voulais raconter, en fait, de manière théorique et universitaire, intellectuelle. En fait, je l'ai raconté au cinéma. Et la rencontre avec le cinéma s'est faite tout à fait par hasard, et encore que, comme toujours, il n'y a pas de hasard, et je termine avec ça. Le cinéaste, qui s'appelait René Ferré, avait fait un film remarquable, Histoire de Paul, qui a eu le prix Jean Vigo, que j'ai rencontré absolument par hasard, m'a proposé d'écrire un film avec lui. Donc tout ça se passe au même moment. La fin de mes illusions, on pourrait dire, au fond, et du coup, la fin de l'intérêt fou que j'avais obsessionnel, j'ai toujours été obsessionnel, mais pour quelque chose en tout cas, mais de l'obsession pour l'université et tout ça, pour mes recherches, a cessé. Tout ça est arrivé en même temps que la proposition de ce cinéaste d'écrire un film avec lui. Et pourquoi je dis qu'il n'y a pas de hasard? Parce que le film qu'il m'a proposé d'écrire avec lui, c'est parce que tout simplement, dans une soirée, il m'a parlé d'Alfred Döblin. Döblin, c'est contemporain de Bertolt Brecht. Ma mère est allemande. Je connaissais Döblin, ce qui l'a sidéré. Il m'a dit, comment tu peux, toi, connaître Döblin? Ben, je dis, oui, je connais bien, je connais bien ce roman-là, etc. Tout ça. J'ai fait quelques notes pour le lendemain, j'ai fait 2 pages sur le... Le roman s'appelle, c'est magnifique d'ailleurs, ceci dit, le roman s'appelle Alexanderplatz. Et vous voyez le truc, hein, ça s'appelle Alexanderplatz. Donc lui, je ne sais pas pourquoi je n'avais rien fait, je ne savais pas ce que c'était un film. J'en avais vu beaucoup, mais dans la fabrication, j'avais évidemment qu'une fois, j'avais 22 ans. Donc, évidemment, j'accepte, on ne refuse pas une proposition pareille. Je dis oui, je me souviens avoir dit à tes risques et périls. Parce que je ne sais absolument pas ce que je peux donner, quoi. Bon. Et en fait, nous n'avons pas eu les droits d'Alexanderplatz. Pourquoi? Parce que Fassbinder les avait achetés. Et c'est tant mieux, finalement. Et Fassbinder a fait, je crois que c'est 10 fois 1 heure, ou 11 fois 1 heure pour la télé allemande, avec Alexanderplatz. Le film existe. Donc nous, on n'a pas fait ça, mais cet ami René Ferré, qui était aussi NTT, m'a dit, ah ben on va écrire autre chose. Tu restes avec moi, on va écrire autre chose. Et on a écrit un film qui s'appelle Fernand, le prénom, et voilà, qui est sorti à 17, je pense. Et, voilà. Et dès que j'ai commencé à écrire avec lui, le désir de fiction dont je parlais il y a quelques minutes, s'est manifesté très très fort. Pendant que j'écrivais avec lui, tous les jours je rentrais chez moi en pensant au film que j'allais écrire. Pour moi. Sans avoir jamais fait de cinéma. Et puis elle a fait, voilà, j'ai fait le premier scénario, j'ai eu une avance sur recette, et puis j'avais fait le second, le troisième, et voilà, je vais faire le 25e dans 2 mois. Bon, j'étais un peu long, mais un peu...
Mais justement, donc, à 26 ans, tu réalises ton premier film, donc en 81, Dernier été, et où tu réunis d'ailleurs autant des comédiens acteurs, mais aussi ça commence le noyau de ta troupe, parce qu'il y a Ariane Ascari dedans, Gérard, et je voulais savoir un peu donc, comment aussi autant cette fidélité a commencé avec les acteurs qui te tiennent à cœur et avec le cadre de tes films, donc les stacks, donc le quartier à Marseille. Oui, 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 mais le premier film, il est très, on va dire, sous influence, en fait. Il est très sous influence de Pasolini. Pasolini, qui est pour moi un des plus grands artistes du XXe siècle, en fait, voilà, j'ai tout lu, tout vu, etc. C'est pas qu'un cinéaste, d'ailleurs, déjà en Italie. En Italie, on apprend les poésies de Pasolini aux enfants à l'école, hein, c'est pas... C'est aussi un grand don de littérature, un grand écrivain. Grand critique aussi, d'ailleurs, il est grand tout, quoi. Il est bon à tout. Et c'est vrai qu'il est sous cette influence-là, les premiers films de Pasolini, en fait. Les premiers films de Pasolini racontent la fin d'un monde. Le monde dont lui-même disait qu'il était hors l'histoire, ce monde-là. Il avait réussi à se maintenir hors l'histoire. Sous-entendu, l'histoire de toutes les dominations, en particulier la dernière, l'histoire de la domination bourgeoise de ce monde-là, mais une autonomie. Il voulait raconter ce monde, effectivement, qui était autonome, mais ça ne veut pas dire qu'il était génial, il avait des qualités et des défauts, mais il avait une autonomie relative par rapport au reste de la société, et donc, lui, il avait envie de le sacraliser. Voilà. C'était... Donc, ce premier film, du coup, j'ai voulu évidemment faire un film dans mon quartier qui est assez semblable, au fond, au Bolgate, comme disait Pasolini, au faubourg de Rome. Ça ressemble pas mal, quoi, dans les matières, dans le soleil, les textures, les terrains vagues, enfin, etc., etc. Et du coup, évidemment, j'ai voulu le faire, quand j'ai dit sacralisé, je voulais travailler avec des non-acteurs, en fait. Je voulais travailler avec des gens qui n'aient pas les mêmes corps que les acteurs, qui n'aient pas la même langue, qui n'aient pas la même gestuelle, etc., etc., quoi. Donc, j'ai travaillé avec des amis qui étaient des amis d'enfance, un chauffeur routier, un chaudronnier, un architecte. Et on était tous nés dans le même quartier, et on a fait le film de cette manière-là. Ariane était quasiment une importation à ce moment-là, une immigration. Elle venait du conservatoire, donc elle avait une formation classique. Voilà. Et Ariane s'est mêlée à ça. Elle a un petit rôle d'ailleurs dans la dernière été, hein, c'est une petite journée, quelques jours, une semaine. Et donc on a fait ce premier film de cette manière-là. Donc c'est pas vraiment qu'on constitue la bande, c'est surtout que Gérard se met en place, mais je ne savais pas. Gérard, c'est un ami d'enfance, on a grandi ensemble. J'ai toujours pensé qu'il avait une présence. Donc je lui ai dit, tiens, fais le film avec moi, je vais jouer le rôle principal. C'était très étrange de faire ça. Et je ne me doutais pas que ça marcherait aussi bien. Et donc, ce qui se met en place surtout, c'est le rapport entre Gérard et moi. Et quand même, il est amoureux d'Ariane dans le film. Bon, voilà. Bon, puis après, évidemment, ça a donné... ça a donné Marius, ça a fait beaucoup, ils ont eu beaucoup d'enfants, on va dire. Mais pour blaguer un peu. Voilà comment ça s'est passé. Et justement, je pense qu'il était intéressant ce que tu avais dit lors de l'une des présentations, sur celle de Marius Desjanettes, tu avais dit que tu alternais justement entre comédie et tragédie. Et donc justement, il y a autant on va dire, les contes des stacks avec des films qui sont un peu proches des grandes comédies hollywoodiennes comme ceux de Capra, ou bien aussi dans le formalisme brechtien. Et par exemple, avec l'argent fait le bonheur à la tête, Marius Desjanettes. Mais pour autant, par Kilosa, du Ruminetienne et La vie de tranquille, il y a un sentiment de désillusion. Et où là, on mène avec le tragique. Et je voulais voir si tu pouvais un peu nous parler de ce rapport-là du côté de l'envers. Mais si, je pense qu'on ne peut pas ne pas... Alors, il y a un très beau livre aussi de grand auteur, beaucoup moins connu, qui s'appelle Claudio Magris, qui est de Trieste d'ailleurs, qui a beaucoup écrit sur la mythologie européenne, puisqu'il est sur la frontière, et qui a écrit un livre très beau qui s'appelle Utopie et Désenchantement. Et je crois que l'oscillation entre les deux je crois que c'est la condition humaine. Voilà. Mais par contre, j'ajoute que il ne faut pas. Dans une œuvre, il ne faut pas forcément mélanger les deux. Pour qu'une œuvre fonctionne, il faut qu'elle soit peut-être beaucoup plus d'un bloc, c'est-à-dire que du côté de l'utopie ou que du côté du désenchantement.
peut y avoir une petite lueur. La ville est tranquille, par exemple, donc, qui était là hier, bon, qui est un film très très noir, bon, mais bon, à la fin quand même du film, il y a ce piano qui est livré à ce gamin qui voulait le piano au début du film, il s'est battu pour avoir ce piano, il a joué tous les jours devant le public, il a fait la manche, quoi, bon. Et il a le piano. Donc c'est un espoir tout petit comme ça, voilà. Mais donc je crois qu'on peut. Je crois qu'il faut être. Il faut être un peu extrême, quoi. Je crois. Au fond, je crois pas beaucoup aux tragicomédies. Je crois à la tragédie et à la comédie, donc il faut y aller, quoi. Et c'est pour l'absolu. Et c'est vrai que il faut à ce moment-là, c'est sûr que c'est pour ça que je suis allé même jusqu'à avec par honnêteté intellectuelle, j'allais dire. C'est pour ça que j'ai pris certains films que j'ai appelés intitulés des contes. J'ai pas mis un film, j'ai pas écrit un film, j'ai écrit un conte. Mais c'est presque pas, je te vois par honnêteté, pour prévenir le spectateur que le monde n'est pas comme c'est dans ce film-là. Voilà, ce n'est pas ça, que c'est pas vrai. Mais on a besoin de rêver, on a besoin de choses pas vraies, on a besoin d'utopie, on a besoin bien entendu d'imaginer toujours une chose meilleure que celle que l'on connaît. Voilà. Ça aussi, ça fait partie, je pense, de la condition humaine, et ça me plaît, moi, ça me plaît de voir ça. Donc ça me plaît aussi de le proposer. Voilà, j'en ai besoin. Mais pour autant, je peux faire là, par exemple, c'est vrai que le film que je fais là, que je vais tourner donc, pour le 1er septembre, 1er septembre-octobre, c'est un nouveau film sobre. On est plus près de Gloria Mundi que de La Petite Voleuse, évidemment que Des Neiges qui se terminent extrêmement bien. Et je voulais aussi savoir que suite au grand succès de Marius et Jeannette, est-ce que tu peux parler un peu plus de ton indépendance en tant que cinéaste et de ta boîte à Capfilm, et comment aussi tu as pu même supporter d'autres cinéastes et produire Non, Les Neiges, c'est exceptionnel, parce que c'est un tel succès, en fait, énorme, bon, comme il en arrive très peu, hein, je veux dire, donc ça nous a, en faisant un jeu de mots, ça nous a donné du crédit. Bon, on s'est retrouvés, on était quelques artisans dans notre échoppe, et d'un coup, on s'est retrouvés à la tête d'un magot énorme. Et comme on n'était pas, comme on est, je le dis avec beaucoup de prétention, comme on est des gens honnêtes, des braves gens et des travailleurs, on n'a pas effectivement flambé tout ça en 5 minutes. On ne s'est pas acheté des châteaux dans le Bordelais, pour citer quelques-uns. Mais bon, voilà. Donc on a fait avec ça d'autres films. Sur cet argent-là, ça nous a peut-être fait fonctionner pendant 10 ans dans la foulée, en fait, parce qu'on a fait d'autres films, qu'on finançait aussi par ailleurs. On pouvait les faire. On pouvait ajouter un peu nous, on avait une puissance d'investissement, puis de toute façon, on le regardait différemment, c'était des portes s'ouvraient. Je mettais 6 mois pour un rendez-vous avec Canal avant Marius. Après Marius, je téléphonais, je les voyais le lendemain matin. Ça change tout. Le cinéma, c'est histoire d'argent. Et c'est vrai que ça nous a donné une autonomie qu'on a utilisée du mieux qu'on pouvait. Donc on se retrouve 30 ans plus tard. Bon, elle a fait d'autres succès entre-temps, bien sûr. On n'aurait pas pu tirer 30 ans sur Marius, mais on est quand même. On a fait 200 films aujourd'hui, quand même. Et si on compte les docus et tout ça, on a fait 1000 films. Et on est collectif, et on est resté collectif toute notre vie. Donc, voilà, on ne s'est pas disputé, on ne s'est pas querellé, l'argent ne nous a pas séparés. Voilà, mais c'est notre volonté, j'allais dire, morale et politique, en fait, qui a fait qu'on est restés tous ensemble. On est encore ravis, évidemment, d'être ensemble. Là, moi, je me suis mis un peu sur un retrait. Les plus âgés, quoi, les 4 plus âgés se sont un peu mis en retrait, mais d'autres continuent. On a eu des succès très, très, très forts l'année dernière. Premier film de Louise Courvoisier, Dieu, La Pampa, qui est un très beau film, premier film aussi. Un fanfare, qui est un succès monumental aussi, non, qui a presque failli battre Marius, j'étais un peu jaloux. Là, je voulais que le film s'arrête, parce que je dis quand même, c'est moi qui ai le record. Et voilà, quoi. Donc,
donc ça s'est bien passé. À nouveau, du coup, là, les plus jeunes que nous, enfin, les plus jeunes que nous, ils ont été avec nous depuis toujours, avec, je ne sais pas quoi, c'est Gantinga, ou bah, travaillent à la Garte aujourd'hui, et ils ont, avec ces succès-là, d'ailleurs, ils repartent sur une espèce de cycle, ils sont peinards pour 3-4 ans. C'est pas mal. C'est assez rare d'être peinard pour 3-4 ans. Je vais poser une dernière question avant de laisser la place au public. Je suis aussi très curieuse de la direction d'acteurs, parce que hier, Ariane nous parlait un peu de comment était l'ambiance, et que justement, La vie est tranquille était un film qu'elle prenait très fort à cœur, et elle disait que quand tu diriges les acteurs, tu ne parlais pas vraiment très près à eux, qu'il y avait quelque chose qui était un peu près J'en parle plus. Oui, je ne parle plus. Qu'il y avait quelque chose de près à Tchekhov, où juste tu donnais plutôt des indices, mais pas des directives, mais plus genre juste par là, ou 30 secondes de moi, etc. Et je me demandais si est-ce qu'il fallait quelque chose de constant, où c'est arrivé dans un tournage, par exemple, où tu as manifesté une autorité catégorique, comme par exemple Renoir qui laissait faire la théorie du bouchon. Voilà. Non. Moi non, mais j'ai pas de. Non, je pense que, en fait, je crois vraiment qu'il y a un vrai malentendu, mais qui continue à m'interroger, quoi. Pourquoi tout le monde nous parle du cinéma comme de ce simulacre de la direction, voilà. Donc, on dit, ah, ce metteur en scène formidable, il sait ce qu'il veut. Moi, je prétends que tous les metteurs en scène formidables ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils ont un pressentiment, ils ont une idée, bien sûr, mais floue. Ils travaillent, je veux dire, c'est en travaillant qu'ils découvrent ce qu'ils sont à dire aussi. Bon. Ils ne sont pas là avec quelque chose. Sinon, c'est pas une espèce de mécanique. Et pourquoi je dis qu'il y a vraiment un malentendu? Parce que tout le monde, les critiques parlent comme ça, les télévisions évidemment parlent comme ça, les commentateurs parlent comme ça. On dirait que les acteurs sont des crétés à qui on dit, bon, tu pars de là, tu te mets là. Mais là, au milieu, là, tu souris pile poil là, tout tournant vers moi, et après tu... C'est absurde. C'est absurde, c'est pas vrai. Ça ne se passe jamais comme ça. Et surtout pas, je veux dire, surtout pas avec des acteurs comme des rôles importants, qui sont des acteurs donc, qui ont beaucoup travaillé, etc., qui ne sont pas débutants. Bon, voilà. Donc qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Il ne faut pas leur parler, ils savent lire, ils ont des scénarios, des indications quand même fortes. Bon. Donc il faut les laisser faire. Et ils vont proposer quelque chose. Et c'est vrai que le meilleur exemple, c'est pas pareil. Le meilleur exemple, c'est quand même la musique. On ne va pas demander un premier violon, je peux déchiffrer la partition. Il y a une partition, il va la jouer, donc il va l'interpréter d'une certaine manière. Alors après, sur sa proposition, je peux lui dire que ça pourrait être plus lamento, ou plus allegro, plus, je sais pas, je sais pas, il y a un truc là, peut-être que voilà. Donc, sur la proposition, on entre là, c'est pas vraiment un dialogue, mais c'est des indications, des collaborations, qui petit à petit fixent le pressentiment qu'on a des scènes. Mais Marie-Romain, moi, quand j'ai des doutes, là, de faire deux versions de la même scène. Et de dire, fais-moi une version justement plus lente ou plus rapide. Voilà, fais-moi ça, et puis on verra ce que je ferai au montage avec, selon le... Parce que quand tu auras le montage, j'aurai la scène d'avant, la scène d'après, etc. Ça sera dans la continuité. Et même là, je ne suis pas sûr. Alors, comme on a confiance en nous et qu'on n'est pas dans un rapport de force, bon, évidemment, les acteurs se livrent très volontiers, ils me laissent faire pour le montage ce que je veux, bien entendu. Donc, voilà. Du coup, je crois qu'il faut toujours, si on laisse un acteur proposer une interprétation, on a évidemment, possiblement, une révélation. C'est-à-dire qu'il vous interprète d'une manière à laquelle vous ne vous attendiez pas, qui vous plaît. Alors ça, c'est le plus grande joie sur le tournage. Bon. Si jamais ça bloque, en fait, ça arrive à peu près 2-3 fois par film. Où du coup, un acteur, parce que évidemment, donc, du coup, je répète jamais, bien entendu, surtout pas. Je fais même pas de lecture. Je me marre dès que je vois des gens qui lisent tous ensemble, ça me fait rire. Avec les acteurs et tout, je me fous de leur gueule. Souvent, ils lisent dans la grande salle d'Agathe, dans la grande salle de réunion. Quand je passe, je dis coucou, bonjour. Et je vois 5 acteurs, 8 techniciens qui lisent le truc. Bon. Bon, je me moque un peu gentiment. Mais c'est vrai que, donc évidemment, je ne fais pas tout ça. Du coup, il
il y a 2-3 fois par film un blocage en fait. Mais la plupart du temps, je suis très très étonné par ce qu'il faut, et j'interviens, comme je le disais, sur ce qu'il faut. Donc après, on danse ensemble, on pourrait dire, voilà. C'est pas intellectuel, c'est dire, bon, on fait un peu plus ça, 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 ça. Voilà, c'est des indications très de vitesse, de rythme, de choses comme ça, des petits trucs. Voilà. Et les fois où ça bloque, d'ailleurs, c'est pas grave, il y a pas, on va pas se foutre dessus. Si ça bloque, il y a des scènes que j'en fais 3 fois. Les Neiges du Kilimanjaro, la dernière scène, que vous avez vue là, sur la bord de mer, là, où effectivement il découvre qu'elle a déjà pris des enfants, on l'a fait 3 fois. Là, ça commençait un peu 3 fois, avec il y avait 200 figurants. Bon. C'était tourné entre 5 et 7 pour être un contre-jour, entre 5 et 7 heures dans la journée du soir. La 3e fois, c'était un peu chaud. Bon. Ça devenait un peu cher, quoi, je veux dire. Ça devenait un peu bon. C'était bon. Et, mais je ne sais pas pourquoi, il y a des trucs qui bloquaient, qui étaient bon. D'ailleurs, la 3e fois, je l'ai un peu réécrite. Voilà. Mais évidemment, tout ça, aussi, il faut dire, ça se passe bien parce que c'est moi qui produis. Donc, je suis vraiment le patron du film, à tout point de vue. Bon. Et parce qu'on est très très amis et très en confiance avec les acteurs et tout ça. Et donc, et que ne se renvoie pas des choses. Moi, quand une scène ne va pas, je ne dis pas, mais je ne dis pas à Davoussin et à Ariane, je vais les pieds. Non, je dis des trucs qui ne vont pas, je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être même mon texte qui est bidon. Je ne sais pas. Fait qu'il est bidon, qu'il y a telle ou telle faille pour qu'on peut arranger. Donc, on continue à travailler ensemble, c'est tout. Mais ça arrive, je dis, sur quelques séquences. Il n'y a pas un film où ça n'arrive pas une fois. Alors, juste une dernière question, parce que tu parlais justement de l'amitié. Je pense que ce qui est extrêmement singulier à toi et que tout le monde aussi, ça leur vient immédiatement à la tête, c'est ton esprit de l'énorme fidélité, autant par rapport à ta sensibilité quand tu parles, de ce que tu abordes, et à les acteurs, ton équipe, etc. Et si tu pourrais parler de comment, si parfois ça a pu amener à des défis au cours de ta carrière, et comment c'est extrêmement important pour toi de rester à cœur à toi-même, quoi, depuis le début. Oui, je ne sais pas pourquoi, ça m'a l'air de la psychanalyse peut-être. Je ne vais pas me livrer là tout de suite. Hein. Bon. J'ai effectivement une obsession de la trahison. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Non, j'ai la foi, ça c'est sûr. J'ai la foi. Une foi toute laïque. Mais j'ai la foi. Il faut avoir la foi. Si elle n'a pas la foi, je ne sais pas comment se la demander, je ne sais pas comment on dit. Donc on a tous la foi en fait. La foi marxiste. La foi marxiste. Est-ce qu'il y a une première question Je vais donner le micro. Ah, Peut-être c'est plus facile pour moi. Bonjour. Moi, en fait, j'ai découvert ce film, c'est le premier que j'ai découvert de vous, j'étais au lycée, justement. J'avais eu la carte illimitée UGC, donc j'étais à Limoges, et du coup, j'allais voir tout ce que je pouvais. Donc, un jour, c'est tombé sur vous, mais c'est très très bien tombé, puisque je suis encore là 15 ans après. Et en fait, là où je suis très troublé, c'est le film, je trouve, saisit extrêmement bien une époque. En fait, instantanément, quand le film démarre, moi, je reviens, je revois les images que je voyais, que je vivais, qu'on voyait à la télé, la crise, ce qui était devenu ou ce qui était en train de devenir la société française post-2008. Et presque, la fin du film, moi, avec ce conflit générationnel et presque de vision de classe entre les enfants et le père. Et les parents, moi j'ai en tête la trahison de François Hollande, qui est en filigrane, hein, puisque ça va venir, votre film sort quelques mois avant l'élection de Hollande. Donc je me demande comment vous avez, est-ce que c'était juste une humeur et une manière d'attraper le temps qui passait, ou vraiment vous avez pris le pouls de la société de manière quasiment radiographique? Non, je suis en fait, si vous voulez, vous savez, quand je dis que j'ai basculé toutes mes recherches de militant politique ou d'universitaire, etc., dans le cinéma, j'ai toujours cette formation-là, au fond. C'est-à-dire, je suis surinformé, quoi, au fond. Voilà. D'ailleurs, je lis tous les journaux, je regarde toutes les chaînes, j'écoute toutes les radios, je suis cinglé. J'ai un rapport à ça extrêmement dynamique. Bon. Et je parle beaucoup avec des amis de tout ça, bien sûr, sans arrêt. Donc j'ai une information, donc je suis comme... j'allais dire, c'est une vibration, quoi. C'est pas... par exemple, j'ai souvent dit, je n'ai jamais fait aucune enquête pour un film. Mais jamais. Y compris d'ailleurs quand c'est le film sur Mitterrand, par exemple, au premier du Champ de Mars, où effectivement, je me souviens de... Bon, c'est pour rigoler un peu.
je me souviens de mon assistant qui passe dans le bureau, à laquelle je suis au premier étage, qui passe dans le bureau et qui me dit oh, ce que j'ai trouvé une VHS de la déclaration de Mitterrand aux mineurs quand il y avait eu l'accident que je filme, qui est dans le film, et où Bouquet fait un discours très beau. Et il me donne la VHS de la véritable commémoration qui avait eu lieu. Je l'ai prise et je l'ai jetée par la fenêtre. Bon, je lui dis, qu'est-ce que tu fais? Mais je lui dis, je ne veux pas voir comment ça s'est passé, je m'en fous. Quoi. Je sais que ce que je vais proposer sur cette scène-là est quelque chose, je sais que c'est juste. C'est juste parce que c'est mon point de vue, en fait. Je dis ça pas avec prétention. Je dis qu'il y a c'est à travers divers points de vue que se construit une réalité, une vision la plus objective possible du monde. Et c'est mon point de vue qui m'importe, c'est pas le point de vue des actualités télévisées de cette époque-là qui avait filmé ce truc-là, que j'ai vu quelques années plus tard d'ailleurs, et qui était, c'est vrai, jamais j'aurais fait ça. Mais vous voyez, je pense qu'un très mauvais cinéaste aurait fait ça. Il aurait reconstitué. Et c'était cette cérémonie qui était peut-être très émouvante, il y a eu pas mal de morts, hein, je veux dire, donc c'était très bon. Florange, c'est la catastrophe de Florange, non? Non, c'est pas Florange, c'est... moi je l'ai tourné à Wany, mais c'est pas ça, c'est... J'oublie le nom. 194. Non, c'est plutôt que ça. Plutôt que ça. Beaucoup plus tôt. C'est pas dans le premier mandat. Ça va nous revenir peut-être. En tout cas, effectivement, cette cérémonie avait été, évidemment, et c'était assez terrible, tous les mineurs avaient mis leur combinaison propre. Évidemment, je n'ai pas un jugement là-dessus, mais dans l'émotion du film, la combinaison, surtout pas attachée par la mine, hein, la combinaison repassée par leur souhait, très très propre, amidonné, avec des casques blancs, c'est une image affreuse, esthétiquement. Et je trouve que ça tue absolument toute l'émotion. Moi, les gens sont habillés comme ça, il y a des gros plans sur eux, pendant que le discours se déroule. Voilà, quoi, pour dire à la fois comment je procède, mais ça, je dis bien, donc, sans jamais, en fait, d'enquête. Mais je sais que c'était même vrai pour, par exemple, l'armée du crime. Le jour où je commence ce scénario, je connais quand même cette histoire depuis toujours, que je ne suis pas un terrain inconnu du tout. Je connais par cœur toutes les histoires de la fiche rouge. Sur l'histoire de fou, par exemple, pour les films. Je ferai exprès des films historiques. C'est pareil, c'est une histoire que je maîtrise absolument. Donc je ne fais pas une enquête, je vais vérifier 2-3 trucs. Le procès de Télirian au début du film, c'est vrai que c'est... Là, je ne triche pas, évidemment, avec l'histoire, c'est le procès verbal du procès. Donc le texte que dit Robinson Stevenin, c'est le texte du procès de Télirian, bien entendu. Voilà. Mais je ne fais pas pour revenir sur les neiges, donc, sur les neiges, c'est pas que... C'est comme le film que je vais faire là. Le film que je vais faire là s'appelle Une femme aujourd'hui. Que je vais tourner là bientôt. Une femme aujourd'hui. Une femme aujourd'hui. Oui. Et c'est l'histoire d'une jeune femme, en fait, qui va arriver bien des choses. Donc ça parle énormément ce film-là, il parle de la condition féminine d'aujourd'hui, il parle des rapports de pouvoir dans l'entreprise, il parle de la guerre d'Algérie, donc il parle du colonialisme et du décolonialisme, donc il parle du genre, puis il parle de toutes les problématiques d'aujourd'hui plein pot. Et on va dire que j'y suis dedans, je vis dedans, je suis au courant, je suis informé, et j'ai des points de vue sur ces affaires-là, que je vais essayer donc, de montrer. Mais ça ne sera pas le point de vue de quelqu'un d'autre, ou de quelconque groupe. C'est-à-dire il faut affirmer après par rapport à ces choses-là, je crois, au cinéma en tout cas, bien sûr. Pas du tout dans la discipline universitaire où j'étais avant, mais encore que au cinéma, il faut affirmer sa subjectivité. Et je dis encore que, parce que même à l'université, il ne faut pas penser les historiens sont subjectifs, bien sûr, autant que vous et moi. Ils sont pas très à l'aise avec les notions de subjectivité en général. Ils ont tort. Oui, ils ont tort, non, je suis d'accord. Ils ont tort. J'ai fait beaucoup de débats avec des historiens, hein, souvent, mais je leur dis, vous ne croyez pas, vous rigolez, ou quoi, vous ne croyez pas que vous êtes moins subjectif que moi. Et, comme je disais, c'est la rencontre de plusieurs points de vue qui fait l'objectivité. Hein, c'est pas... Au contraire, c'est en reconnaissant sa propre subjectivité qu'on
qu'on parle vrai. Je dis aux gens, voilà, la subjectivité c'est ça, donc prenez-le en sachant cela. Vous êtes prévenus. Vous travaillez un peu comme un ethnologue. Oui, on peut dire ça. De la condition mondiale, de la condition humaine, en fonction des époques et des circonstances. Oui, oui, oui. J'ai toujours été très contemporain, en fait, je pourrais dire. Donc ce film-là, c'est vrai, c'est ces années-là. Vous absorbez les choses et Oui. vous les retransmettez un peu. Voilà. Moi, Ouais. c'est comme ça que je le ressens. Ouais. Et moi, dans cet esprit-là, vous êtes un peu dans la continuité de Pagnol Oui, et puis Qui était- de Victor Levesic en Italie. Et j'adore. voilà, moi, je vous situe là. Moi. Victor de Sica, Mais d'ailleurs, il y a certains moments où moi j'ai reçu, c'était vous qui parliez. c'est tout à fait vrai. C'est ça. Alors par la bouche d'Ariane Tout à fait. Caribe, voilà. Mais j'ai entendu, voilà, vous qui nous parliez de ce que vous pensiez de tel et tel. Et parfois, Je reprends vous avez votre tout à fait parole, raison. votre point de vue. Vous avez tout à fait raison. Et parfois, des séquences sont construites pour arriver à ce que le personnage dise ça. Comment J'ai pas entendu. Des fois, parfois, des séquences sont écrites pour que le personnage dise ça, parce que je veux dire ça dans le film. Et moi, je veux le dire. Donc il faut que je trafique, et que je bosse pour que le personnage arrive à le dire. Ouais. Ce que d'ailleurs certains critiques me reprochent, en fait, sur la manière dont je fais du cinéma. En fait, ils font ce qu'ils veulent, moi aussi, voilà. Moi, je fais des films, en tout cas, pour dire ça, donc je dis ça. Et c'est vrai qu'il n'y a pas une c'est très juste. Ça me fait plaisir que si vous avez, il n'y a pas un film où je ne puisse pas prendre une tirade que j'aurais pu dire dans un meeting. Mais ça vous fait plaisir que je vous dise ça. Oui. Et nous, enfin, en tant que spectatrice, je ne sais pas pour les autres, ça fait du bien. Parce que vous faites Qu'on ait encore une plus parole plaisir. qui nous parle. Ça fait du bien parce qu'on pense aussi, parfois non, quand on pense à Oui. la même chose. La ressentir et la penser aussi. Bien sûr. Bien Bien sûr, bien sûr. Il y en a qui. C'est comme un renvoi vers le miroir. Quoi. Oui. On se renvoie. C'est pour ça que ça me touche. C'est ça le cinéma, c'est d'être touché. C'est un échange, on doit être touché. Si on n'est pas touché, c'est pas possible. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Ouais, mais vous avez cité au début de votre, Oui. discours, donc Pasolini, le rapport Oui. à Pasolini. Mais j'ai trouvé aussi Les Neiges du Kilimanjaro très lié à Pasolini sur certains aspects. Dans la mutation anthropologique Oui. du prolétariat qu'on voit dans la scène finale, ou aussi les rapports entre la conscience des classes du vieux syndicat et les personnes qui ne sont plus, qui ont moins de tutelle, comme les autres. Alors, est-ce que c'était quelque chose qui était voulu ou c'était plutôt cette référence pasolinienne Non, si vous voulez, il y a une chose, en fait, c'est que Pasolini, c'est dans cette époque-là, et dans ce moment où il fait du cinéma, le fait de manière. C'est-à-dire, il ne cède pas à la tentation de la narration, en fait. Donc, il le fait de manière plus métaphorique que moi. Voilà. Moi, je le fais de manière plus narrative, parce que je serais. J'ai souvent dit, pour le dire comme ça, pour le dire par une image, justement, une métaphore, je n'aurais pas pu supporter que mon père ne comprenne pas un de mes films. Voilà. Mon père, vous voyez, quand j'aime au cinéma, voilà. Mais c'est vrai qu'au premier degré, donc j'ai toujours fait des films où il y a une lecture au premier degré. Ce n'est pas le cas de Pasolini. Bon. Mais Dieu sait si ça me plaît. Mais moi, j'ai une paralysie par rapport à ça, une infirmité, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas travailler comme ça, je ne peux pas travailler comme ça, et puis après, c'est vrai que je crois qu'aujourd'hui, dans le moment où on est, bon, je continue à penser que le cinéma a un peu d'importance pour agiter des gens, etc. Et que pour ça, quand même, il faut les attraper quelque part, et que pour ça, il faut de la narration, il faut des personnages, il faut de l'émotion. Et bon, Pasolini a fait un cinéma beaucoup plus de poésie, comme il disait lui-même, que de prose. Voilà. Oui, j'ai pensé plus à Pasolini critique que Pasolini Voilà. cinéaste. Voilà. Oui. Mais par rapport, si vous voulez, après, c'est vrai que comment dire, la grille de lecture de Pasolini sur beaucoup de phénomènes de son vivant, bien entendu, bon,
est une grille qui m'accompagne en permanence. Et c'est comme un compagnon de route, en fait, on pourrait dire. C'est-à-dire que je peux me trouver confronté à une situation et me dire, tiens, il pourrait passer Pasolini à ce moment-là. Juste pour, j'essaie de réfléchir. C'est un objet, donc ça devient une exégèse, un objet de recherche intellectuelle aussi, de dire, bon, qu'aurait pensé Pasolini de cette affaire, de l'intelligence artificielle. Je sais pas. Je regrette qu'il ne soit pas là, ceci, pour nous le dire, mais voilà. Mais donc, si vous voulez, c'est pas une influence cinématographique, j'allais dire, c'est une influence intellectuelle, voilà, pour être plus précis. J'avais une petite question concernant les pauvres gens de Victor Hugo. Oui. Vous le citez plusieurs fois, que ce soit directement des tirades ou même à la fin de vos films en citation. Et d'ailleurs, c'était déjà présent dans La Fille voleuse, là aussi. À quel moment vous faites la découverte de cette œuvre dans votre vie? C'est jeune plutôt... Oui. Non, si vous voulez, alors le premier livre, entre guillemets, sérieux, peut-être commencer à les guillemets, que je lis, c'est Les Misérables. Mais genre à 12 ans. Je ne sais pas pourquoi, on m'offre ça, je lis Les Misérables. Et je l'ai relu il y a 2 ans. Hein, je veux dire, en fait, je le feuillette régulièrement. Et après, donc, je lis beaucoup Victor Hugo. Je tombe sur ce poème un jour, je sais pas, je vais avoir 17 ans, 18 ans, je ne sais rien, je ne sais plus. Et ça m'avait quand même énormément. Je trouve ce poème exceptionnel. Que je vous recommande à tous de vous taper Les pauvres gens Victor Hugo. Je le disais, c'est un poème récit. Ça raconte une petite histoire, c'est un court-métrage, c'est un poème qui raconte une histoire sur je sais pas, ça doit faire 3-4 feuilles. Et là, justement, cette chute est tellement exceptionnelle. C'est une explosion romantique et mélodramatique. Oui, la bonté qui fait pleurer. Voilà, c'est une admiration par rapport à ça, j'ai un truc. Bon. Et c'est les pauvres gens quoi, qui ont ces qualités-là. C'est pas les riches, quoi. Ça appartient. Pasolini aurait dit ça aussi. Une charge d'humanité, en fait. Chez les pauvres gens qui vivent la mort d'histoire, parfois, comme je le disais tout à l'heure, pour reprendre aussi du Pasolini. Donc ça m'a toujours ému. Après, comment ça arrive, comment les choses arrivent. J'ai écrit un article dans Le Monde contre le traité constitutionnel européen. Voilà. Ça m'énervait trop, cette affaire. Bon. Donc j'ai écrit, et je l'ai appelé Les pauvres gens. Mais en écrivant spontanément, j'ai dit Les pauvres gens, j'ai mis Les pauvres gens aujourd'hui, ça a commencé comme ça, non pas un biche, je sais pas quoi, peu importe. Évidemment, le soir, le canal m'appelle pour que j'y aille, etc. Tout ça, machin. Bon, je dis, je vais relire le poème que j'avais pas relu depuis longtemps. Donc je relis le poème et je me dis, mais il faut faire un film qui se termine comme ça. Voilà comment est arrivée l'idée. Et le film s'est construit à l'envers. C'est-à-dire que, là, c'est le seul scénario qu'on a construit à l'envers. C'est-à-dire qu'on est parti de la fin des 2 derniers vers, il dit les voilà. Je crois non, il tire le rideau, elle dit les voilà. En parlant des gosses, qui est de la voisine qu'elle a récupéré. Et à partir, on est parti de cette fin de film pour dire, bon, comment on bâtit maintenant 1h30 avant, quoi. Voilà. On a fait vraiment monter le truc à l'envers. Voilà comment c'est arrivé du coup. Bon. Et c'est vrai qu'après, c'est un peu de la coquetterie. C'est vrai qu'après, dans La Fille voleuse, donc j'ai recité Les pauvres gens. Donc 13 ans plus tard, j'ai remis Rousset qui raconte Les pauvres gens pour prouver qu'il a de la mémoire. Et ça, c'était que les deux à moi-même, donc c'est un peu bon. Moi, j'aime bien faire ça, me plaît. Et les gens qui voient mes films, ça les fait marrer aussi, parce qu'eux aussi ils reconnaissent. Oui, il y a constamment de l'écho, des références et des croisements. Voilà. Je crois que j'ai mis 6 fois les 4 saisons dans mes films, par exemple. Je l'ai dit, j'adore les 4 saisons, c'est comme ça, je m'en resservirai encore. Hein. Dans la villa, il y avait des images dans vos précédents. Oui, dans les villas, il y avait des images de I Want You. Il y a un tout de Dylan et des images de Kurosawa. Ouais. Vous êtes égal à vous-même. Je sais. Et en parlant de croisement entre films, là, je ne sais pas s'il existe ou si c'est moi qui l'ai inventé.
À la vie à la mort, l'action se passe pour l'essentiel dans un bar cabaret qui s'appelle le Perroquet Bleu. Et moi, le Perroquet Bleu que j'ai appris à connaître, c'est celui qui appartenait au frère Guérini et qui a été cité dans l'attentat, enfin plutôt l'assassinat d'un docker en 1947 à Marseille. Assassinat que vous relatez en transposant légèrement dans Rouge Midi. Donc, est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est complètement c'est tout à fait coïncidence? C'est tout à fait ça. Et après, il y avait effectivement il y avait cette façade aussi qui existe encore en partie. Il y avait une façade de bar boulevard des Dames, pour les gens qui connaissent à Marseille. Une façade qui était le vitrail, effectivement, avec un perroquet bleu, fait bleu, donc de plusieurs couleurs, c'est moi qui dis bleu, multicolore, et qui était très très belle, avec une très belle façade. Ils ont gardé le haut, là, mais ils ont tiré le bas, je regrette, quoi, ça n'a pas été classé ou quoi, la façade était magnifique. Et c'était quand même un bar à soldats, quoi. Ou un bar à marais, ou un bar à matelot, un bar à qui vous voulez, mais bon, c'était un bar, bon, je passais, je veux dire, quand j'étais gosse, c'est vrai que si la porte s'entrebâillait, j'essayais vraiment de voir ce qu'il y avait dans ce bar, quoi. Bon, j'imaginais ce qu'il y avait dans ce bar. Je crois qu'un perroquet bleu, ça existe. Il y a des perroquets bleus. Un rat, oui. Ah oui? Ah non, donc oui, c'est lié à ça. Encore une dernière question? Ouais, je trouve que dans vos films, ça parle énormément d'amour, au sens large, hein. Pas juste amoureux, c'est vraiment... Et ça me fait rebondir sur ce que vous venez de dire, vous, monsieur, et vous, sur le fait d'avoir des citations de film en film. Et quand on s'aime, on le fait, ça. On dit, tu te souviens quand on allait à tel endroit? Ou tu te souviens quand on a vu telle ou telle chose? Vous voyez, il y a cette... c'est ce que vous faites dans vos films. Vous nous dites, tu te souviens? On s'aime, on s'apprécie, quoi. Voilà. Bravo. Bravo. Non, mais c'est vrai que bon, il y a sur les arrivées à... Une question qui me vient de ce que Ariel a dit hier. Ouais. Et ça m'est resté un peu interpellé. En fait, vous étiez donc vous catalogué comme un cinéaste spécialiste de Marseille. Ouais. Et que finalement ça venait un petit côté, bon, vous enfermez un peu là-dedans. Mais un tel amour que vous témoignez à cette ville, que je crois que c'est comme dans cette bagnole, c'est aussi un cinéaste provençal. Et ça marche dans le monde. Voilà, donc pourquoi faut pas le voir comme quelque chose de... C'est plutôt... Moi, je trouve ça plutôt comme... Jono aussi. Non, mais c'est vrai que c'est un truc un peu... En général, quand on qualifie, c'est aussi pour disqualifier. Voilà, c'est très... Ah, voilà. Bon, donc, si vous voulez, quand on dit... Moi, je me souviens, vous savez, alors, carrément, j'ai fait une rétrospective ici, c'était la première. Il n'y avait que 4 films à ce moment-là. Dieu Mobilitia de sortait, et j'avais dit aux gens qui étaient dans ce salon-là, c'était Utopia, les gens d'Utopia à Avignon qui étaient ici, je leur avais dit, bon, mettez un film à moi tous les soirs à 18h, des 3 précédents. Donc on faisait un film à permanence, plus un autre film qui tournait comme ça. Et pourquoi je dis ça? En fait, on vous met dans la... Voilà, j'ai perdu le fil, voilà, exactement. Non, c'est vrai que j'ai perdu le fil. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai quand même tout construit, toute ma promo et tout ça, tout seul. J'étais longtemps très pauvre, je faisais tout seul. Mais c'est à ce moment-là, pour enlever sur les 4 films l'idée de cinéaste régional, j'avais fait le dossier de presse, c'est moi qui avais inventé le concept, le slogan, je sais pas, j'avais mis cinéaste de quartier. D'abord, pour avoir un peu d'ironie et prendre une unité encore plus petite finalement que la région. En plus, pour envoyer à l'image cinéma de quartier, cinéma populaire, etc., où vraiment les gens vont au cinéma en pyjama. J'ai déjà un pyjama, moi, aller au cinéma, avec des robes de chambre. Donc, je renvoyais à ça et je voulais déjà donc, me moquer, en fait, de cette histoire de cinéma régional,
Ce qui est l'absurdité totale, hein, ça n'existe pas, ces images. Dans aucun pays d'ailleurs. Et du coup, c'est vrai que allez, je crois vraiment qu'en plus, les œuvres les plus marquantes, en fait, sont celles qui parlent d'un endroit précis. Et l'endroit précis, c'est la forme du film, en fait, plus que le fond. Le fond du film, c'est le monde entier. Je veux dire, il faut toujours chercher, tendre à l'universalité, bien sûr. C'est comme si on disait de Truffaut, que c'est un cinéaste parisien, Oui. ou d'autres aussi. Quoi. Pareil. Ouais, Woody Allen, c'est toujours à New York. Fellini, c'est toujours à Rome. C'est le truc de... Hein, on peut faire des... Justement. John Ford disait « Soyez personnel, vous serez universel ». Oui. Il y a le Tchekhov aussi que j'aime bien. Le Tchekhov, c'est si vous voulez parler au monde entier, parler de votre village. Voilà. Donc je crois qu'il faut vraiment être dans cet équilibre-là. Mais je vous dis, après, du coup, alors, il faut quand même dire autre chose. Hein. On peut penser... Moi, j'ai toujours eu quand même, grosso modo, 95%, j'ai un très bon rapport à la critique. Mais la critique est quand même très, 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 très bourgeoise, il faut le dire. C'est comme ça, c'est sociologique, c'est une bande de sociologie. Je redeviens sociologue en faisant ça. C'est-à-dire, bon, c'est comme ça. Ils viennent tous du même monde. Voilà. Donc, ils jouaient dans cette cour-là et pas dans la cour d'à côté. Ils allaient à l'école avec ses enfants et pas avec leurs camarades de classe qui pensaient la même chose, qui faisaient les mêmes facultés, qui avaient les mêmes parents, etc., etc. Bon. Donc, ils ont... et ils sont toujours dominants. On va le dire. Ils sont dominants et ça, c'est une chose qui ne m'a pas de changer, en tant que citoyen, pas en tant que cinéaste, mais en tant que citoyen, ça m'agace beaucoup. C'est un trop-soir, pour le dire vite. Voilà. Donc, c'est sûr que... Mais je dis, je me prépare à la critique. J'ai toujours eu des papiers pas mal, plutôt même pas mal, beaux, quoi. La plupart du temps. Il faut au lieu, il y a eu des malentendus. Mais quand il y a des malentendus, d'ailleurs, vous savez, je pense que je suis le seul cinéaste en français qui écrit à la critique. Ah ben, moi, je me laisse jamais faire, c'est principe. C'est ni faire ni pas faire, mais je veux dire, j'entre en débat. Si quelqu'un dit des choses, je renvoie aussi des arguments à moi-même. Voilà. Donc je me suis toujours, ils ont tous reçu des lettres de moi, pas mal. Ils le savent d'ailleurs. Mais il y en a après, il y en a qui sont fair play, il m'est arrivé des trucs très fair play, hein, les gens le reconnaissaient. Et vous voyez, la déformation va vite, on pourrait parler des heures, mais... Le rédacteur en chef des cahiers, de Surman, qui m'a beaucoup, après la projection de la Villa à Venise, dit quand même, des papiers, que tu as lu rapide, hein, ça ne sortait pas, il dit que le personnage, un des personnages dans Océan de Classe, osait dire c'était mieux avant. Donc je lis ça dans le papier, j'ai immédiatement envoyé un texte à Marco Usal, il s'appelle pour le nommer, et je lui dis, mais il n'y a pas ça dans le film, il n'y a pas c'était mieux avant. Il dit c'était mieux avant, en tout cas pour ça. Et il évoque un fait précis qui était ce foutu arbre de Noël, etc. Donc c'était mieux avant, en tout cas pour ça. C'est pas pareil que c'était mieux avant. Bon, je lui ai simplement dit, je te fais juste remarquer. Pourquoi tu écris ça? Bon, il m'a assez gré en fait. Il m'a dit, tu as raison, pardon, excuse-moi. Oui, il y a aussi l'interprétation. Oui. Non, mais le plus important, c'est d'être aimé, je pense. Par le plus grand nombre. C'est sûr. C'est ça. Hein. C'est ça qui est gagné, c'est entendu. Ouais, ça c'est vrai. Et surtout par les spectateurs de ces films. Oui, c'est qui permet aussi de continuer, bien sûr. Hein, ça, je pense que c'est surtout ça la vraie récompense. Bien sûr. La valeur qu'on vous donne. Bien sûr, bien sûr. Mais comme tous ici. Oui. Mais surtout vous interrogez aussi, c'est ça qui est... Enfin, on vous laisse ça avec des questions, quoi. C'est ça qui est important aussi, je crois. Je crois que ça éveille... Moi, par exemple, quand je vous avais dit que j'avais passé Gloria Mundi dans mon village... C'est dur, Gloria Mundi. Oui, c'était un peu dur pour un premier film de vous. Peut-être qu'on aurait pu choisir un film plus... Bon. Mais je vous dis qu'il y avait les législatives, et puis... Ouais. C'était un peu dans cette perspective, quoi.
Et les spectateurs ont apprécié le film. Alors peut-être que certains n'ont pas l'habitude de voir un film aussi autant de violence, mais en l'occurrence, je suis conseillère municipale dans un petit village de Bourgogne où le Rassemblement national fait des scores assez élevés. Et il y a des gens, je sais, du village qui votent pour le Front National et qui, en fait, il y a quelqu'un qui a dit ah, mais oui, mais dans ce film, en fait, il y a tout, puisque ça montre la violence, et il y a quelqu'un qui a dit mais oui, voilà, c'est la réalité. Et donc, il disait aussi ce film montre la réalité, donc moi, ma réponse politique, enfin. C'est le Front National. Il ne l'a pas dit comme ça, quoi. Ouais. Mais ça, effectivement, face à une réalité quelle qu'elle soit, on choisit effectivement les solutions. Oui, on choisit. Bon, si on choisit de répondre aux... Il y en a d'autres qui choisissent autre chose. Maintenant, c'est une critique violente de la société d'aujourd'hui. Et que le Front National, évidemment, n'est pas plutôt dans ce sens-là, dans le sens de cette violence-là. Donc, moi, face à ce film-là, je choisis plutôt Front de gauche. Et le NPS, je ne sais plus comment l'appeler. Il n'existe plus. Si je me permets une question un peu plus politique, mais je me souviens qu'au moment de la sortie de Gloria Mundi, vous aviez donné une interview en disant que vous, ce que vous essayez de faire dans votre représentation des classes populaires, quand même au cinéma, c'est de ne pas être surplombant et surtout de ne pas rester strictement au niveau de l'affect. Vous montriez que les classes populaires pouvaient tout à fait avoir des réflexions de classe en fait, réelles, et j'avais senti, peut-être en filigrane, le fait que vous balanciez sur un certain cinéma social français qui en fait est complètement surplombant et noie les personnages dans leur misère, le fameux misérabilisme. Et du coup, je me demande cette manière de prendre les spectateurs et les personnages en fait à leur propre hauteur. Est-ce que votre héritage ouvrier, en fait, avec votre père ouvrier, c'est quelque chose qui a pu vous construire d'en faire ce cinéma à hauteur de personnages finalement et les nourrir d'affect et de pensées pleines et entières, pas surplombantes, ou si ça ça même pas de rapport en fait? Oui, probablement. En fait, je pourrais dire presque le dire comme un slogan. En fait, je pense que le cinéma populaire, en fait, doit s'efforcer de montrer que le peuple peut vivre toutes les passions du monde. C'est-à-dire les bonnes comme les mauvaises, bien entendu. Les très bonnes, les très mauvaises. Je crois que raconter déjà des histoires en pensant que le plus petit être du monde a la même grandeur, complexité et même morsure de n'importe quelle classe, n'importe quel milieu, etc. Déjà faire ça, c'est déjà faire du cinéma populaire. Et c'est ce que j'ai toujours essayé de faire de cette manière-là. C'est vrai que c'est parce que c'est effectivement probablement parce que justement parce que c'est mon extraction. Donc voilà, j'ai vécu les deux mois de comme ça, j'ai constaté ça toute ma vie, et c'est ce que je transmets là, ce que je montre là. Vous n'avez pas tourné le dos. Mais, non. Mais c'est vrai que là, si vous voulez, il y a des moments, Gloria Mundi, c'est bon, après c'est lié à l'actualité et à l'humeur, on va dire. Et à l'envie que j'ai de faire des comédies, des tragédies. Il faut essayer de récapituler, de synthétique sur ce que je dis depuis quelques moments. Gloria Mundi est un film, moi ce que j'aime beaucoup, et c'était un des partis pris, ça répond un peu aussi à votre question, c'était que je trouve que j'avais mis une phrase sur une autre intention, je disais le discours du maître est repris par l'esclave. En fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pire domination. Et je pense ça. Gagner leur servitude. Je trouve ça va un peu. J'allais presque dire, je pense comme ça, je ne suis pas non plus une sondeur ou un devin, un prophète. Je pense que ça va un peu mieux aujourd'hui. Il me semble que dans ces années-là, il y a 6 ou 7 ans, le discours était franchement et massivement repris effectivement par tout le monde. C'est pour ça que Ariane est raciste dans le film, elle dit des choses horribles. Bon,
Darousset dit là, se faire les ordres, et aller en faire pas se mettre à militer. Et c'était très. Le film est très dur, et ça détruit tous les liens, y compris justement familiaux, affectifs, amoureux d'ailleurs. Enfin, tout est détruit par ce moment-là que traversent ces personnages-là. Donc c'est assez sombre. Dans ce sens que vous me faisiez penser à Victoria de Sick, parce que lui aussi, soit elle fait des comédies, soit elle fait aussi des tragédies. Ouais. Alors lui c'est clair, c'est souvent aussi une balance comme ça très opposée, mais en même temps il dit aussi des choses dans les comédies. Ah oui. C'est tous des cinéastes marxistes, hein, de Sicard, C'est moi, le et grand- le cinéma plus populaire. Hein. Bah, tout le cinéma, de toute façon, tout le cinéma italien des années de l'après-guerre, c'est tous au Parti communiste. Oui. Mais tous. Au Parti communiste italien, il faut préciser quand même. Oui. Même Sergio Leone. C'est le néo-réalisme. Sergio Leone. Mais Visconti, tous, quoi. Pasolini. Francesco Rosi. Vittorio Scola. La liste est longue. Hein, Ouais, tous. les acteurs aussi, Gian Maria Volonté. Oui, formidable. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur tous les autres appels à lui qui vont projeter demain à 18h? Ah. Tous les autres s'appellent Ali. C'est sa carte blanche pour demain à 18h. C'est un des films les plus, j'allais dire, les plus simples de Fassbinder, peut-être, justement. Qui était aussi, on n'en a pas parlé, enfin, on n'a pas de Fassbinder, mais Fassbinder, c'était vraiment passionnant aussi, non? Sa vitesse d'exécution, on va dire. Mais effectivement, il a fait beaucoup de films, il y a des pièces qu'il avait écrites, qu'il reprenait, comme ça, qui étaient moins... J'ai voulu parler de Fassbinder, je trouve que c'est peut-être le plus lisible, en fait, de tous les films de Fassbinder, le plus proche de ce que moi j'aurais pu faire. Cette histoire d'amour entre cette dame un peu ingrate, qui n'avait pas évidemment amoureuse de cet immigré, ces deux personnages-là, ils sont tellement rejetés par leur famille, leurs amis, leur quartier, etc. Tout ça, ça finit bien. Bon, donc, voilà, je voulais montrer que Fassbinder était susceptible aussi, ou avait pu faire des films plus directement lisibles. C'est un remake aussi. Non. C'est un remake provoquant de Mirage de la vie, de Cirque, il l'avait reconnu. Ah, un remake au sens, oui. C'est pas vraiment un remake. L'appropriation. Oui. C'est une appropriation plus qu'un remake. Oui, Histoire de... C'est pour ça que je dis remake provoquant. Ouais. L'appropriation. Oui, mais il était très... Il a toujours eu des clins d'œil avec le mélo, bien sûr, et bien sûr avec le particulier. Et c'est vrai que bon, le mirage de la vie, cette histoire, c'est magnifique. Hein, je ne sais pas si vous l'avez vu. Si vous avez l'occasion, le mirage de la vie de Sœur, c'est un chef-d'œuvre. C'est effectivement une fille noire, mais qui n'est pas très noire, et qui du coup renie effectivement ça. Non, pardon, Mirage de la vie, n'importe quoi. Tout ce que le ciel permet. C'est une reprise de Tout ce que le ciel permet de Cirque. Tous les autres s'appellent Ali. C'est pas le mirage de la vie? Non. Ah oui, c'est un autre titre. Bah alors il a mêlé les deux peut-être. Je sais plus. Tout ce que le ciel permet, c'est Le mirage de la vie, c'est pas le film avec... Si, c'est celui qu'il faut raconter. C'est moi qui me suis trompé de titre. Ah, c'est vrai. Donc c'est espèce de raconter des choses de manière très... En même temps, il a toujours lorgné là-dessus, mais évidemment, je veux dire... c'est une autre époque, hein, je veux dire, il n'est pas classique comme un Sœur, ça c'est sûr. Il a mêlé à tout ça, effectivement, la culpabilité peut-être de l'Allemagne, les choses, voilà, les recherches marxistes, le rapport au terrorisme, le rapport à l'homosexualité, etc. Il y a des tas de choses qui sont venues, et la sexualité en général d'ailleurs, beaucoup plus présente que chez Sœur. Mais voilà, je pense que c'est donc très, c'est peut-être le film le plus proche de Sœur, en tout cas, puisque
le plus lisible. Je ne vais pas se dire le plus académique, en fait, on pourrait dire quasiment, je ne sais pas se dire. Le récit est, comme je disais tout à l'heure, une narration au premier degré, très, très simple, très belle. C'est très important pour comprendre quelque chose. C'est un des premiers films que j'ai vus de Fassbinder.